À toutes les 2 semaines, Christian Daigle vient nous parler en quelque sorte de l'actualité en général, plus précisément de l'actualité qui touche la fonction publique, et il est bien placé pour le faire, puisqu'il est président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, le SFPQ. Bonjour Christian. Bon matin Philippe. Tu as une grosse journée devant toi aujourd'hui, parce que tout de suite après ta chronique, tu t'en vas aux États généraux de la fonction publique. Explique un peu aux gens ce que c'est. Oui, les États généraux de la fonction publique, c'est une initiative du SFPQ. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille cette situation-là parce que la fonction publique a changé à travers les décennies. On a vu plusieurs choses qui sont passées: austérité, sous-traitance, marchandisation des services, dématérialisation, création d'agences également aussi. Donc, on veut voir où est-ce qu'on en est avec la fonction publique et qu'est-ce qu'on veut en faire pour demain. On veut des meilleurs services publics. On veut des services publics qui vont répondre aux besoins de la population. Donc, on organise des États généraux. Puis le sommet des États généraux, c'est un peu la finalité de ça. Donc, on convie nos délégués du SFPQ, mais toute la société civile. On a des groupes sociaux qui vont être là, avec qui on travaille d'habitude également, Attaque Québec, le RECLAC, le Front commun des personnalités sociales. On a invité les partis politiques à y participer. On a invité également aussi des universités qui ont des chaires d'études en droit du travail. On a le syndicat de la fonction publique de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick qui ont été invités également à y participer. Donc, on veut un gros sommet pour parler des services publics, parce que les services publics, on va en avoir besoin toute notre vie. Du début de notre vie avec l'état civil jusqu'à notre décès, avec l'acte de décès, effectivement aussi, les routes et tout ce qu'on va... Exactement. Donc, on veut savoir quel genre de service public qu'on veut pour demain. Tu sais, la société a changé également aussi. Fait qu'on veut pouvoir justement entendre tous les acteurs sociaux et après ça, définir ce qu'on veut pour les services publics de demain, puis l'utiliser après ça comme plateforme, tant pour nous que pour toutes les autres personnes, parce qu'à la fin, ce qui va sortir de ça, c'est un cahier des États généraux qu'on va pouvoir partager avec les gens qui y auront participé. C'est combien d'années que vous faites ça? C'est 2 ans. C'est en mouvement depuis 2 ans. Donc, c'est la 3e édition, la 2e édition? Non. Ah, c'est le premier. C'est la première fois qu'on organise ça sur la fonction publique, mais ça fait 2 ans que le projet est en marche. D'accord. Mais c'est la première fois qu'une organisation organise des États généraux sur la fonction publique. On a déjà organisé sur bien des choses, sur l'éducation, mais sur la fonction publique, c'est la première fois, puis c'est notre initiative. Vous attendez combien de participants? C'est au-dessus de 300 personnes qu'on attend au Centre des congrès de Québec. Donc, les invitations ont été lancées depuis fort longtemps. On a même des gens qui sont rajoutés à la dernière minute, qui ont entendu parler de ça, puis ils ont dit, on pourrait-tu y participer? Mais aucun problème, vous vous ajoutez. On veut avoir la voix de tout le monde. Québec solidaire va y participer également aussi. Tous les partis politiques avaient été invités. Ce qu'on veut, justement, c'est le plus grand rassemblement de personnes intéressées par les services publics pour pouvoir donner leur opinion puis pouvoir préparer une plateforme avec ce qu'on veut pour demain. Ça va durer combien de temps? C'est 2 journées. C'est 2 journées. Oui. Puis ça va accoucher donc d'un cahier, c'est ça, des États généraux? Exactement. Un cahier qu'on va pouvoir utiliser après, nous, pour nos revendications, en disant pas juste c'est nos membres avec leur cotisation syndicale qui nous payent, qui veulent ça, mais c'est un ensemble d'acteurs sociaux qui ont travaillé là-dessus. D'experts, d'universitaires, de spécialistes. Très bien. Donc, aujourd'hui et demain, les États généraux de la fonction publique. Tu voulais nous parler aujourd'hui aussi de l'accessibilité au tribunal administratif du logement. Effectivement, on en a parlé il y a quelques temps déjà, parce que le protecteur du citoyen avait sorti des chiffres qui étaient effarants sur le temps d'attente, et ainsi de suite. Mais cette semaine, c'est la semaine d'activité pour dénoncer le dysfonctionnement du TAL, puis réclamer un meilleur accès justement pour les locataires. Ça touche énormément de gens. On sait de plus en plus de gens sont locataires, de plus en plus de gens ont des difficultés au niveau du logement, tant pour s'en trouver un que pour le maintenir également, parce que les propriétaires augmentent les prix, les propriétaires ne font pas les réparations aussi. Donc, c'est un sujet d'actualité. Et puis, il y a une semaine d'action que le RECLAC, justement, c'est le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec qui a fait une dénonciation. Et nous, à ce moment-là, on a participé à cette dénonciation-là. On représente 180 personnes de gens qui travaillent là, donc de nos membres. Puis là, il faut se comprendre, c'est pas nos gens qui décident qu'est-ce qui se passe au TAL. Nous, on suit les ordres. T'sais, on est les préposés au renseignement, les agents de bureau, techniciens d'administration. On est le membership, autrement dit, qui est à la base pour répondre aux citoyens qui se présentent, mais on est en trop peu d'effectifs. On a trop peu de gens présentement. Il y a eu des coupures. On a perdu des préposés au renseignement. Fait que les lignes téléphoniques explosent. Ça explique les délais? Exactement, il y a environ 8% des gens qui réussissent à parler à quelqu'un. Ouais. Donc, c'est comme gagner à la loterie quasiment. C'est fou, 8% des gens? 8% des gens qui appellent, qui réussissent à parler. Au téléphone. Exactement, c'est plus de 2000 appels que les gens sont tannés par année qui raccrochent. Épouvantable. Les gens raccrochent tellement que le temps d'attente est long. Pour avoir un rendez-vous
pour rencontrer quelqu'un, ça prend un rendez-vous. Avant ça, on avait la possibilité de se rendre à un bureau un point de service sans rendez-vous. Donc, il y avait des gens qui avaient des rendez-vous, des fois qui passaient plus vite. Mais maintenant, depuis la pandémie, c'est seulement sur rendez-vous. Puis là, on dit aux gens, allez sur Internet, allez vous informer. Moi-même, le premier, puis je suis le président du syndicat, là, je suis pas familier avec Internet tant que ça, puis pour trouver de l'information à travers tout le dédale de lois, de réglementations qu'il peut y avoir sur le logement, je ne serais pas le meilleur à le faire. Fait que vous imaginez des gens qui sont en logement présentement, qui ont des difficultés parfois au niveau de l'alphabétisation, qui vivent un stress énorme sur un avis d'expulsion, sur une augmentation de loyer qui est faramineuse. Ces gens-là ne seront pas capables de pouvoir... Qui ont des familles, qui ont des enfants exactement, logés. qui ont plein d'autres... pas que ces gens-là. Exactement, qui ont plein de soucis quotidiens, ne seront pas capables d'aller chercher, puis à une tête reposée, puis d'aller chercher toute l'information qu'ils ont besoin pour prendre rendez-vous, et ainsi de suite. Puis on sait qu'il y a des délais à respecter. Si on veut contester, on a 30 jours pour déposer des demandes. Tout ça amène un stress et le TAL devrait être un outil pour aider les locataires à bien cheminer là-dedans. Pas quelque chose pour les enfarger puis leur donner des difficultés à y arriver. Là, ça ne fonctionne pas à ce niveau-là. Puis on est en plein contexte de crise du logement, donc on peut penser que s'il y a une ressource gouvernementale qui devrait être solide, sur laquelle on devrait pouvoir compter en ce moment, c'est bien le tribunal administratif du logement. Effectivement, puis nos effectifs ont diminué à chaque année. On sait que le nombre de logements augmente, le parc immobilier augmente également aussi, mais on a moins de gens pour donner des réponses à ce moment-là, ce qui est complètement illogique. On a fait des études là, dernièrement au 13 novembre, puis à un moment où l'achalandage devrait avoir diminué. Normalement, on a, c'est pas le 1er juillet, puis on n'est pas dans la période forte, non, on devrait être dans la période creuse. Puis la moitié des bureaux comptent un délai de plus de 7 jours avant d'obtenir un rendez-vous. 4 bureaux, il fallait 3 semaines pour de la disponibilité. Puis pour 3 autres bureaux, là, Shawinigan, Trois-Rivières, puis le centre-ville de Montréal, impossible d'obtenir un rendez-vous avant Noël. Fait que quand je disais tantôt qu'il y a 30 jours de délai, là, c'est sûr que ça coupe de beaucoup ces choses-là. Donc... Qu'est-ce que vous dites à l'employeur? Vous dites on manque de monde? C'est en grande partie ça le problème? On manque d'effectifs. Il faut embaucher des gens. Je veux dire, comme je le dis, le nombre de logements augmente. On a moins d'effectifs qu'avant la pandémie. Donc, c'est pas logique. On voit qu'il y a beaucoup plus d'immigrants également aussi qui ont besoin d'un logement, qui ont besoin de savoir leurs droits par rapport à ça. Il faut qu'on embauche. Là, on a donné le coup de l'austérité. Les gens vont dire, oui, mais M. Éric Girard nous a dit la semaine passée qu'il allait avoir 6,2 millions de plus pour le TAL. OK, d'accord, mais ça ne donne aucun argent pour cette année. Les 6,2 millions est pour les 4 prochaines années. Puis ce 6,2 millions-là ne va pas en effectif direct, il va pour augmenter la fluidité du TAL. Donc, au niveau des instances, au niveau des auditions, mais pas pour donner du service direct à la population qui en a besoin. Alors, nous, ce qu'on réclame justement avec les gens qui sont les représentants des locataires, c'est un accès plus facile à des gens, un retour justement au sans rendez-vous également aussi, donc d'embaucher des membres de chez nous pour donner plus de services. Parce que nos gens sont les gens également qui ont le plus grand stress à travers tous les ministères. On a fait une étude à l'interne au SFPQ et le TAL se classe avant-dernier comme meilleur ministère ou organisme au gouvernement du Québec. Très grand stress chez les gens qu'on représente. Les gens pensent partir de là tellement que la job est lourde, tellement qu'ils ont du travail à faire, qu'ils sont pas capables de subir la pression également aussi. Pas parce qu'ils peuvent pas subir la pression, parce qu'il y a trop de pression de la part des gestionnaires, de la part également des services qu'ils ont à donner. Ils n'ont pas la facilité de donner toute l'information qu'ils le voudraient parce qu'ils sont coincés dans des délais qui sont très courts aussi pour répondre aux gens, parce qu'on tient vraiment à dire, il faut que tu répondes au plus de monde possible dans le moins de temps possible. Donc, on ne donne pas toute l'information qu'on devrait donner aux gens qui se présentent également. Autre sujet, Christian, l'intervention abusive du gouvernement fédéral dans les conflits de travail. Oui, effectivement, on le voit de plus en plus. Puis là, on est avec la grève de Poste Canada qui nous touche directement, tous et chacun. On l'a vu l'été passé, CNCP, le gouvernement intervient et décrète les conditions ou force le retour au travail alors que les employés voulaient déclencher la grève. Il y a eu des lock-outs également. Puis ça, c'est assez bizarre. L'employeur décrète un lock-out, puis après ça, il se revient vers le gouvernement, puis il dit, intervient, puis force le retour au travail, force les conditions de travail. Alors, on voit vraiment une perte au niveau des droits des travailleurs. Là-dessus, on voit de plus en plus les compagnies qui grossissent, les compagnies qui deviennent de plus en plus avec un monopole, mais après ça, quand ça intervient dans la vie quotidienne, quand ça intervient dans l'économie, qu'on dit, là, selon les grands spécialistes, là, il faudrait que le gouvernement intervienne et empêche le droit de grève, qui est un droit fondamental au niveau de la Charte canadienne. Ça a été reconnu par les plus hauts tribunaux. Puis on a des jugements qui vont à ce sens-là aussi. On a Health Services en Colombie-Britannique qui date déjà depuis plus d'une quinzaine d'années, mais on a également l'arrêt Saskatchewan qui s'est fait il y a à peu près 5-10 ans aussi.
qui vient reconnaître le droit de la grève et le droit constitutionnel de pouvoir exercer ce droit-là. Donc, pour nous, c'est important que le gouvernement n'intervienne pas dans ce type de conflit-là, qu'on laisse les partis régler ça, parce que c'est trop facile pour un employeur d'arriver et de dire, bon, ben, je vais faire des offres qui sont minimalistes, que le syndicat va sûrement refuser, et à la fin, je vais me revirer de bord, je vais dire à l'employeur, ben là, maintenant, gère cette grève-là, parce que ça intervient dans l'économie, ça intervient dans mes activités, puis il faut pas que ça fonctionne. Tu sais, ça peut pas arriver de même. Il faut qu'on trouve une autre solution, parce que le gouvernement s'y intervient toujours, c'est toujours au détriment des travailleurs, toujours sur le bénéfice de l'économie. On a vu aussi à certains endroits où on dit, bon, on devrait déclarer tel service comme service essentiel, tel autre service comme service essentiel également, les traversiers comme service essentiel. On n'a pas besoin de le faire. Normalement, la grève, c'est le moyen ultime pour les employés de faire valoir. Puis il n'y a personne qui aime faire la grève, là. Je tiens à le dire là, aux auditeurs, il n'y a personne qui aime faire la grève parce que tu perds ton salaire directement. Tu as une compensation minime pour le temps de grève que tu passes pour pouvoir essayer de subvenir à tes besoins parce que tu t'es mis de l'argent de côté. Donc, c'est toi qui te mets de l'argent de côté pour te payer un salaire quand tu vas exercer la grève, ce qui est complètement de dire, tu sais, on fait pas le gros salaire, on fait c'est pas... pas infini, ce fonds-là. Non. Puis on le voit même avec les professeurs de la FAE à l'époque, juste avant les fêtes, là, en 2023, quand on fait la grève, c'est 22 jours sans fonds de grève. Donc, tu sais, on peut pas arriver de même. Puis le gouvernement du Québec, dans le passé, a déjà fait des décrets également. Le dernier date de 2005, avec la loi 162, qui venait nous dicter un peu les conditions de travail que nous allions avoir dans les services publics pour 4 ans et 3 mois. Donc, on ne peut pas y aller à ce niveau-là. Il faut qu'on trouve une autre façon de faire. Il faut que les relations de travail s'améliorent et que le gouvernement n'intervienne pas dans ces choses-là. Un mot pour terminer, Christian, sur Trump. C'est peut-être la dernière fois qu'on en parle. Là. Il est élu, il va entrer en fonction en janvier. Et cette montée-là de la droite américaine et du sentiment anti-syndical, ça doit vous préoccuper beaucoup, même ici au Québec? Oui, tout à fait. Il y a 2 semaines, on a parlé un petit peu de l'impact sur les services publics québécois, mais sur le travail syndical en général aussi. On sait que M. Trump est quelqu'un d'anti-syndical. Il y a des acolytes comme Elon Musk et d'autres qui sont complètement syndicales également. Aussi, même dans sa campagne, il l'a dit à un moment donné, il dit, vous voulez faire la grève? Ben, il dit, c'est bon. Ben, il dit, vous êtes viré. You're fired dans sa façon de faire. Là. Donc, pour lui, justement, le droit de faire la grève, le droit d'être syndiqué ne fonctionne pas. Donc, il faut enlever les syndicats. Il essaie d'avoir des appuis, puis il essaie d'aller de plus en plus loin là-dessus, le right to work, le droit de travailler, qui se veut une façon de contrer le fait d'avoir un syndicat puis de payer des cotisations syndicales. Donc, c'est toute cette mouvance-là de la droite qui dit, on n'a pas besoin de syndicats, on est capable de se débrouiller par soi-même. Les personnes qui se débrouillent sont parce qu'elles le méritent. Si tu travailles bien, tu as le droit au rêve américain, tu peux devenir millionnaire, milliardaire. Le syndicat t'empêche d'y arriver. C'est complètement aberrant de penser ça. Quand tu as des entreprises, tu as des milliers de travailleurs, la personne ne peut pas négocier par elle-même ses conditions de travail. Donc, ça prend un syndicat, ça prend une organisation pour avoir un rythme de travail et des conditions de travail qui sont équitables avec le marché également. Et ça, cette tendance-là vers la droite se reflète également de notre côté de la frontière aussi. M. Poilievre est quelqu'un, puis là, je ne veux pas dire qu'est-ce qu'il va faire après les élections si jamais il devient premier ministre ou quoi, mais présentement, ce qu'il démontre, c'est justement une attitude un petit peu anti-syndicale. Ou est-ce que même lorsqu'il était avec le gouvernement Harper, étant un des plus fervents de la loi qui avait été déposée, la loi C-377, qui amenait un peu cette façon-là de tout changer le monde syndical. Donc, on forçait les syndicats à rendre public leurs états financiers, ce qui est tout à fait correct, parce que j'ai rien contre ça, mais on le faisait pas pour les grandes entreprises, par contre. Donc, c'était juste pour les groupes de gauche. Deux poids, deux mesures. Exactement. Donc, tout ce mouvement-là antisyndical se reflète également de notre côté et sur la façon dont M. Poilievre fait présentement une espèce de campagne canadienne politique. Donc, on espère que ça ne changera pas la façon d'être au Canada, mais, tu sais, quand on dit l'expression, quand j'ai américain tous, on pogne la grippe au Canada, c'est à peu près comme ça l'expression que ça va, là, mais il faut faire attention parce que cette montée-là, puis surtout les droits humains aussi, là, je veux dire... l'anti-avortement, après tout ce qui va anti-immigration également aussi, tout ce que ça amène, ça va avoir des impacts de notre côté de la frontière. On espère que ça va être 4 années moins tumultueuses, peut-être qu'on le voit venir, mais j'ai des difficultés à croire qu'on n'aura pas un impact à travers tout ça de notre côté aussi. Oui, puis avec l'élection éventuelle d'un gouvernement Poilievre à Ottawa, ça nous ferait de la droite mur à mur partout sur le continent nord-américain. On ne peut pas s'imaginer que ça n'aura pas d'impact du tout sur la vie syndicale, sur les droits des travailleurs notamment. C'est sûr. Puis le Québec est un petit peu
à contrepoids de M. Poilievre, mais puis pour les travailleurs également, sauf que le reste du Canada présentement est dans la vague du Parti conservateur du Canada. Donc, on n'a pas la balance du pouvoir au Québec. Fait que ça se peut qu'on subisse également aussi les contre-coups de ça. Merci beaucoup, Christian. Puis je te souhaite de très, très agréables états généraux de la fonction publique aujourd'hui et demain. Tu nous reparleras peut-être de tout ça dans 2 semaines quand tu viendras nous rendre visite. Effectivement. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir.